Merci. On passe à la deuxième communication, intitulée Spécialisation de la médecine générale, quel enseignement 10 ans après, cas français. Présentée par le président du Collège français des médecins généralistes enseignants, professeur Vincent Renard. À vous la parole, monsieur Vincent Renard. Merci beaucoup. Je remercie d'emblée la Société algérienne de médecine générale et son président qui m'ont fait l'honneur d'être présent ici. Alors, n'étant pas un spécialiste de l'Algérie, vous m'excusez si je ne remercie pas tout le monde et dans le bon ordre, mais en tout état de cause, je remercie parce que j'étais très sensible au discours, au message du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Donc je remercie les représentants des ministres, les élus, les doyens, les universitaires, les institutions et bien entendu tous mes collègues ici présents. Alors on m'a demandé de venir ici pour rapporter, on va dire, de l'expérience française que je vais faire avec beaucoup de modestie, parce que je ne prétends pas du tout qu'elle soit exemplaire, et vous allez voir qu'elle ne l'est pas du tout, mais avec aussi beaucoup de conviction, parce qu'elle va s'inscrire dans le droit fil de ce que la présidente de l'AVONCA a présenté en termes d'intérêt de la médecine générale et des soins premiers. Alors vous m'excusez, mais les universitaires de médecine générale en France préfèrent parler des soins premiers parce qu'ils estiment que c'est une meilleure traduction que primary care, que soins primaires, en sachant qu'un des obstacles, et on en a déjà parlé, c'est peut-être la vision de la population et du grand public des différentes disciplines et de ce qu'elles représentent. Et soins primaires a une notion parfois un peu primitive, alors que soins premiers traduit bien le premier recours et le fait de s'adresser à la première ligne de santé que sont les médecins généralistes. Alors moi je suis le professeur Vincent Renard, je suis médecin généraliste, j'exerce dans une commune de la banlieue sud-est de Paris. Je suis professeur des universités, je dirige le département de médecine générale de la faculté Paris-Est-Créteil, qui est une des 33 facultés de médecine de France. Et vous allez voir que mon rôle et ma mission s'inscrivent dans justement la dualité de la médecine générale d'une part, mais de l'universitarisation de la médecine générale d'autre part. Et je suis là au titre d'être le président du Collège national des généralistes enseignants qui regroupe l'ensemble des généralistes universitaires de France. Et vous allez voir qu'en fait, c'est assez vaste. Alors, j'ai un problème technique. Voilà. Alors, on m'a demandé et c'est le thème, l'élément majeur en soins primaires, on m'a demandé de la spécialisation de la médecine générale. Mais en fait, le levier principal, et je vais y revenir, n'est pas tant la spécialisation de la discipline que l'universitarisation de la discipline. La spécialisation en France remonte à 2002, officiellement, même si beaucoup de choses avaient été faites avant. Je rappelle que le Collège national des généralistes enseignants, sa création remonte à 1983, donc vous voyez que c'est une longue marche, et j'espère que la marche algérienne sera plus rapide que la marche française qui fut laborieuse et parfois difficile. Et l'universitarisation officielle date de 2009. Et si j'induis cette différence, c'est que le vrai levier du changement pour aller vers, pour orienter le système de santé français vers les soins premiers et la médecine générale, le vrai levier a été plus l'universitarisation que la spécialisation. Mais l'universitarisation, bien sûr, nécessite la spécialisation. Et que une discipline qui ne s'enseigne pas par ses propres professionnels, une discipline qui ne produit pas de la donnée scientifique est une spécialité qui n'existe pas,
qui n'existe pas aux yeux du grand public, qui n'existe pas aux yeux des tutelles, qui n'existe pas aux yeux de l'université. Et c'est bien à travers le triptyque soins, enseignement, recherche qui fonde l'universitarisation de la discipline que se joue l'orientation du système vers les soins premiers et la médecine générale. Alors, je ne reviendrai pas sur l'intérêt, l'utilité, le caractère fondamental de la discipline de la médecine générale pour un système de santé efficient. La présidente de la VONCAD l'a très bien expliqué et de manière brillante. Et on peut se rattacher à la définition européenne de la médecine générale VONCAD 2002 pour fonder la réflexion sur l'intérêt de la médecine générale pour un système de santé. Alors, je vais revenir sur justement l'exemple modeste de la spécialisation universitaire de la médecine générale. Je vais séparer ça avec une rapide évocation historique de ce qu'était la médecine générale en France et son côté universitaire avant la création du diplôme d'études spécialisées qui date de 2002-2004. Alors, tout a été fondé et quelque part le caractère, je dirais, très utile et intéressant du développement de la médecine en France a été fondé par les ordonnances 58-61, qui étaient les ordonnances de Bray, qui créaient les centres hospitaliers universitaires pour rattacher à l'hôpital et à l'université, lier l'hôpital et l'université et essayer de développer l'excellence. Ça a été une réforme extrêmement utile et efficace, mais extrêmement péjorative, quelque part, pour le système de santé et la médecine générale, parce qu'elle a juste uniquement axé ce développement sur l'hôpital et le centre hospitalier universitaire en occultant totalement le champ ambulatoire et la médecine générale. C'est ce que le système de santé français paye encore aujourd'hui à travers probablement une forme d'excellence hospitalière, mais une forme de ratio coût-efficacité, une certaine limite dans la qualité de la prise en charge des patients liée à l'abandon pendant 50 ans du champ ambulatoire de faits universitaires. Alors à partir de là, les médecins généralistes et les soins premiers qui étaient exclus du champ universitaire se sont organisés, ont quand même postulé à un moment qui servait à quelque chose, et notamment un certain nombre de militants ont créé des sociétés scientifiques de médecine générale, se sont organisés à travers et ont structuré la discipline à travers la formation professionnelle continue, à défaut de pouvoir se fonder sur la formation médicale initiale. En 1983, le Collège national des généralistes enseignants a été créé par un certain nombre de militants qui ont fait le pari de l'universitarisation en se disant que si la médecine générale devait exister pour l'avenir, si les médecins généralistes devaient avoir un rôle dans le système de santé, si le système de santé et les patients devaient en profiter, il fallait universitariser la discipline, et en 1983, on en était très loin. Mais à un moment, dans l'université, il fallait quand même un peu s'occuper de ceux qui n'allaient pas être spécialistes de quelque chose, puisque les médecins généralistes, à l'époque, n'étaient spécialistes de rien. Et donc, ça faisait quand même un certain nombre de légions d'étudiants qui étaient destinés, en fait, à faire tout ce que les autres ne voulaient pas faire. C'était les médecins généralistes. Mais à un moment, il fallait quand même un peu s'en occuper. Et à l'époque, en France, on ne peut pas dire que ça passionnait l'université de s'occuper d'eux et que ça passionnait l'institution universitaire. Donc, un certain nombre de militants qui venaient du Collège national des généralistes enseignants ont été un petit peu intégrés près de l'université, sans être de vrais universitaires, mais pour s'occuper de tous ces étudiants, et ont été constitués à la fois par militantisme, par professionnalisme, sur le terreau de la formation professionnelle continue, les premiers départements de médecine générale dans les facultés, avec un certain nombre de militants qui ont été nommés avec un statut hybride à partir de 1991, et progressivement, disons, dans toutes les années 90, se sont formés des départements de médecine générale dans les facultés avec un certain nombre de généralistes enseignants. Et le grand premier palier est arrivé avec, sous l'influence de l'Europe, et pas sous l'influence de la France, avec, en 1997, dans ce cursus de troisième cycle qui se constituait progressivement de manière,
on va dire, un peu volontariste, hétérogène, voire hétéroclite, le premier élément fondateur qui a été le stage de médecine générale, encadré par les généralistes. Puisqu'il y avait une résolution de l'Europe qui datait de 1977 qui disait bah, « vous êtes bien gentil, mais si vous voulez former des médecins généralistes, il faut quand même qu'ils soient formés en médecine générale. Par exemple, on ne forme pas les électriciens chez les plombiers. Il est difficile de postuler que les bouchers vont être formés chez les pâtissiers. Il y a un moment, on n'exerce pas le même métier. » Et j'en reviens à la définition de la médecine générale Vonca. Et donc, à ce moment-là, il y avait une résolution du Conseil de l'Europe qui disait qu'il fallait, pour former des médecins généralistes, une formation en contexte de médecine générale. Et c'est la première étape, en 1997, ce stage de 6 mois de 3e cycle, chez des médecins généralistes, maîtres de stage, ce qui a été un peu une révolution, parce que pour l'université, former des médecins, des futurs médecins, hors les murs de l'université, chez des non-universitaires, était une révolution copernicienne. C'était extrêmement compliqué, mais c'est la première étape complètement nécessaire et qui a abouti dans la réflexion à cette réforme de 2002 qui fondait la spécialité médecine générale pour la première fois dans les textes et qui aboutissait à la suppression de la formation telle qu'elle était conçue auparavant, c'est-à-dire une formation basée sur l'élitisme, où il fallait que se dégagent des meilleurs grâce à un concours, meilleurs qui se destinaient à un certain nombre de spécialités, mais dont ceux qui n'étaient pas formés n'étaient pas nommés à travers ce concours, feraient ce que les autres ne voulaient pas faire et ce qui n'existait qu'en creux des autres disciplines, qu'était la médecine générale. 2002, réforme, et 2004, création du DES, du diplôme d'études spécialisées de médecine générale, à l'instar des autres filières. Vous aviez les spécialités médicales, les spécialités chirurgicales, la psychiatrie, la santé publique, bref, je ne vous n'énumère pas tout, et vous aviez la médecine générale comme une des 11 filières ouvrant sur un 3e cycle spécialisé, avec ce qui était là aussi révolutionnaire en France, une tentative, même si les mentalités mettent du temps à changer, de se dire qu'est-ce qui est intéressant pour la formation de tous les professionnels? Ce n'est pas tant de dégager une élite, et encore faudrait discuter des modalités de sélection de cette élite, mais ce qui est intéressant, c'est de former au mieux possible tous les médecins, puisque tous vont prendre en charge des patients, vont s'occuper de la santé individuelle et populationnelle, et donc il faut qu'on ait un effort de qualité et de développement vers tous les médecins qui vont être diplômés. Alors là, se sont enchaînés, et c'est la marche vers l'universitarisation dans les années 2000, un certain nombre de réformes, l'inscription de la médecine générale dans une option au sein du Conseil national des universités, qui est l'organe universitaire suprême en France. En 2007 sortait la première cohorte d'étudiants sur un 3e cycle de 3 ans du diplôme d'études spécialisées, et en 2008, la grande réforme, induite par les réformes précédentes, la loi qui instituait la filière universitaire de médecine générale différente de la filière hospitalière, c'est-à-dire qu'en France, vous avez des hospitalo-universitaires qui sont bi-appartenants, mais par définition, les universitaires de médecine générale ne sont pas appartenants hospitaliers, puisque leur part de soins et leur spécialité s'exercent en ambulatoire, en dehors du champ hospitalier. Et donc, c'est cette loi de 2008 qui spécifiait que les enseignants universitaires de médecine générale exercent en médecine générale et en ambulatoire, c'est-à-dire que par définition, les universitaires de médecine générale sont des médecins généralistes en exercice et des médecins généralistes exerçant la médecine générale en milieu ambulatoire. Le risque aurait été que l'université médicale hospitalière prenne en charge la spécialité médecine générale alors qu'elle ne l'exerce pas. Et comme voilà ce qui avait été argumenté à l'époque, est-ce que les cardiologues jugeraient pertinent d'être formés par des dermatologues? Donc, quand on leur pose la question, ils se disent évidemment non. Eh bien, il faut appliquer le même raisonnement à la médecine générale et aux soins premiers. La pertinence
de la formation en médecine générale et en soins premiers et d'être assuré par des universitaires de médecine générale exerçant la discipline, puisque les plus informés, au courant, confrontés aux intérêts et aux limites de leur propre discipline. Mais comme l'histoire est quelque chose de compliqué et d'en mouvement et qui prend du temps, ce n'est qu'en 2009, à travers la loi Hôpital, Santé et Territoire, qu'ont été inscrits dans le Code de la santé publique en France les missions du médecin généraliste qui n'apparaissaient pas dans le Code de la santé publique depuis les 50 années précédentes. Et donc, ce n'est qu'en 2009 que les missions du médecin généraliste, et ça a complètement à voir avec ce que vous évoquiez de la réforme médecin traitant, médecin référent ici, c'est-à-dire qu'avoir une vraie inscription dans les textes réglementaires des missions du médecin généraliste et on va dire, l'approche logique dans un système de santé coordonné de différents étages du système de soins, soins premiers en ambulatoire, soins secondaires avec le recours à des spécialistes d'organes, soins tertiaires sur les plateaux techniques. Et à partir de cette loi de 2008, c'est qu'en 2009, vous voyez que l'histoire est récente, qu'ont été nommés les premiers universitaires de médecine générale, premiers universitaires qui ont été nommés d'abord comme l'ont été en France antérieurement et historiquement d'autres disciplines, c'est-à-dire par intégration au départ à partir des universitaires qui exerçaient dans les départements de médecine générale antérieurement et sur dossier. C'est en 2011 qu'a été nommée la première maître de conférence des universités médecins généralistes par concours, exactement sur le même mode que pour les autres disciplines, et c'est ensuite qu'ont été nommés les premiers professeurs par concours, aboutissant à la création d'une vraie force de frappe universitaire de médecine générale, permettant de mieux structurer l'enseignement et de développer la recherche. Et on va voir, à travers ce que je vais vous montrer ensuite, que c'est ça, le vrai levier qui a permis de faire décoller le fait universitaire généraliste en France jusqu'à la réforme du 3e cycle qui a eu lieu l'année dernière et qui vient de rentrer en vigueur et qui a permis très récemment, en 2016, l'installation de la sous-section du Conseil national des universités propre à la médecine générale en France, ce qui existait pour un certain nombre de disciplines et qui doit exister pour une discipline réellement universitaire. Alors, la médecine générale universitaire se caractérisait par une absence de fait universitaire historique pour la médecine générale, qui n'existait, comme je le disais tout à l'heure, en creux, et il faut avoir conscience que pour créer ce fait universitaire, eh bien, on se heurte à un certain nombre d'inerties. On se heurte à l'inertie de l'université, parce que pour faire bouger les lignes, c'est compliqué, et vous avez un certain nombre de doyens, de responsables universitaires qui ont une vision panoramique, qui ont une vision de l'ensemble du système de santé, qui sentent bien qu'il faut ouvrir les murs de l'université vers l'extérieur et que l'université a tout à y gagner, mais vous avez aussi des obstacles et de l'inertie interne pour faire bouger les lignes universitaires. Vous avez l'inertie des tutelles, parce que ça nécessite, si on prend en compte ce fait ambulatoire, là aussi, ce que je disais tout à l'heure d'une véritable révolution copernicienne, c'est vraiment l'ouverture de l'université vers les territoires et vers toute une catégorie de professionnels qui ne semblaient pas concernés auparavant. Donc il faut vraiment faire bouger les lignes dans les mentalités comme dans la réglementation. Et puis chez nous, l'assurance maladie, les systèmes de financement de la santé, et y compris de la profession de la médecine générale elle-même, qui s'est construite en France sociologiquement contre l'université, parce qu'elle en a été exclue, et qui, pour réintégrer l'université ou accepter le fait universitaire, parfois l'opposition vient des professionnels eux-mêmes. Donc tous ces obstacles-là, eh bien, si on a la vision stratégique que c'est la bonne direction, il faut en avoir conscience pour mieux les lever progressivement et ne pas en avoir peur. C'est d'autant plus important pour le système français que le fait universitaire est équivalent à l'excellence et à la reconnaissance. Et que pour le grand public, pour la population, et je pense que ce problème est assez prégnant ici,
Si la population n'est pas convaincue qu'elle s'adresse à des professionnels d'excellence, bien formés et auxquels elle peut avoir recours en toute confiance, eh bien, elle a tendance à court-circuiter ce premier étage du système de santé pour aller vers la médecine d'organes, qui a certes ses qualités, mais qui n'est pas bien organisée pour prendre en compte, et je reprends ce que disait la présidente de la VONCA, les individus dans leur globalité, où il faut savoir qu'en médecine générale, une grande partie des plaintes et des problèmes de santé n'aboutissent pas forcément à des diagnostics et ne sont pas forcément médicalement expliqués. Donc il faut gérer l'incertitude, le doute, le résultat de consultation plus que le diagnostic, et ne pas avoir recours systématiquement à des examens complémentaires pour aboutir à un diagnostic qui n'existe pas dans les canons de la médecine d'organes. Donc, parce que sinon, ça entraîne une dérive médicale, une augmentation des coûts et sans amélioration des indicateurs de santé. Donc il y a une rupture de paradigme entre la médecine centrée sur la maladie, telle qu'elle est nécessairement apprise à l'hôpital et nécessairement formatrice pour les futurs professionnels, pour aller vers la médecine centrée sur l'individu dans sa globalité, qui n'aboutit pas forcément à un diagnostic de prime abord. Alors, la construction, donc je passerai vite, la discipline s'est construite au départ par la formation d'adultes, mais a été beaucoup structurée par la maîtrise de stage, c'est-à-dire par ce changement de 97 en confiant des étudiants aux professionnels sur le terrain, parce que c'est ces professionnels sur le terrain qui, quelque part, quand ils sont confrontés aux étudiants, regardés dans leur pratique et engagés dans une logique de transmission de savoir, eh bien ça hausse considérablement le niveau d'expertise et de professionnalité des médecins généralistes. Ce stage en médecine générale est vraiment fondateur de l'évolution, d'où nécessité dans le système de former des professionnels à la maîtrise de stage en réfléchissant, ce qui induit une réflexion pédagogique sur l'apprentissage, la transmission des savoirs, la formation des professionnels de haut niveau. Alors, 10 ans après, puisque la loi est de 2008, je rappelle, et c'était le but de ma venue, quel changement ça induit dans cette universitarisation dans le paysage? Alors déjà, sur les personnels universitaires, en 2006, vous aviez 52,5 équivalents temps plein, puisque vous n'aviez que des enseignants associés à mi-temps universitaire. Il y avait 0 professeur des universités, 0 maître de conférence des universités, 105 enseignants associés, donc à peu près 3 enseignants associés dans chaque faculté de médecine. Et vous aviez déjà 3500 maîtres de stage qui, depuis 1997, s'étaient organisés pour accueillir les étudiants et notamment les internes. L'universitarisation a abouti dès 2009 à la création des 10 premiers postes de professeurs des universités et des premiers chefs de clinique des universités, et je vais y revenir parce que l'universitarisation induit un levier considérable à travers l'implication et l'appropriation par des jeunes professionnels qui rentrent dans la filière universitaire pour en développer l'excellence. Aujourd'hui, en 2017, eh bien, vous avez 187 équivalents temps plein, vous avez 52 professeurs des universités, 33 maîtres de conférences des universités, vous avez plus de 200 enseignants associés, et vous avez 150 chefs de clinique, et vous avez plus de 9000 maîtres de stage. Donc on voit bien le changement considérable de braquet qui s'est organisé à l'occasion de cette réforme universitaire et qui a permis de développer d'une part tout un corps d'universitaires de médecine générale qui a une fonction non seulement de structuration, d'organisation, mais une fonction identitaire, et puis tout un corpus de jeunes professionnels qui rentrent dans la discipline sélectionnés par l'excellence pour en développer le triptyque soins, enseignement, recherche, et une diffusion dans tout le corps professionnel. Il y a environ en France 50 000 généralistes qui font de la médecine générale, 9 000 maîtres de stage, on approche les 20% du corps professionnel impliqué dans l'enseignement, et ça,
là aussi, ça change complètement la donne. Alors, dans cet esprit-là, ça aboutit à quoi aussi? Au changement et à la réforme du troisième cycle qui concerne toutes les disciplines, mais qui a concerné la médecine générale de manière importante. C'est-à-dire à partir de cette année, puisqu'elle est rentrée en compte cette année, eh bien sur les 3 ans de formation spécifique de spécialisation à la médecine générale, vous avez au moins 2 semestres obligatoires de 6 mois en médecine générale et 2 semestres supplémentaires qui peuvent être faits, donc de 1 à 2 ans sur les 3 ans, dans le contexte de la médecine générale, dans les 9000 mètres de stage et qui sont toujours en augmentation, puisqu'on en forme toujours, puisqu'on a l'ambition d'arriver rapidement à 12 000 mètres de stage. Donc ça change le cursus universitaire avec, en essayant de se mettre dans l'optique d'une approche par compétences visant à certifier les compétences d'un futur professionnel, faire en sorte que l'université puisse dire « nous pouvons attester que ce jeune a construit les compétences nécessaires à l'exercice du métier de médecin généraliste, pas d'avoir réussi des examens académiques. » Et donc, cette augmentation très importante du fait ambulatoire dans le cursus de 3e cycle et cette approche par compétences vise à améliorer totalement les performances des professionnels de médecine générale demain. Et puis, une discipline, comme je disais tout à l'heure, qui ne produit pas de données, eh bien, n'existe pas. Et on avait une vraie carence, puisque les universitaires, dans leur logique d'enseignement-recherche, n'existaient pas en médecine générale, bah, les publications en soins premiers en médecine générale n'existaient quasiment pas. En 2009, vous voyez, on recensait 12 publications pour la médecine générale en France, ce qui était ridicule. À partir de là, de l'universitarisation, vous voyez la courbe monter de manière considérable. Les derniers chiffres, c'est 2015 que j'ai, c'est 212 publications, versus 12. On multiplie par 20 en 6 ans, et la pente continue. Et c'est la même chose sur les publications indexées. C'est-à-dire que là, on part... Avant, il n'y avait pas de publications indexées en médecine générale en France. Maintenant, même si les facteurs d'impact sont... et la bibliométrie est difficile en médecine générale, eh bien, on est à 120 publications indexées en 2015 et on continue sur la même pente. Donc, enfin, l'universitarisation permet de produire de la donnée en médecine générale. Et ça sert à quoi de produire de la donnée? Ça sert, d'une part, à éclairer les professionnels sur les meilleures actions qu'ils peuvent avoir pour soigner de manière plus efficace la population, mais ça éclaire aussi les tutelles et les politiques sur comment organiser le système de santé, comment faire en sorte, comment la science éclaire les tutelles pour faire en sorte que le système de santé soit plus performant. Donc on est là dans une logique gagnant-gagnant et avec un effet levier qui est considérable parce que imaginez en France 50 000 professionnels de médecine générale, quand il faut induire une réforme qui concerne 50 000 personnes, c'est assez compliqué, c'est lourd, à la fois au plan pratique, au plan financier. Quand il faut mettre en place une structuration qui concerne au début, on a dit quoi? 80 titulaires des universités, 150 chefs de clinique. Vous voyez que les effets leviers, ils sont plus importants en termes d'efficacité, mais concernent beaucoup moins de monde au départ, mais avec un effet tache d'huile et un effet organisationnel et structurant sur l'ensemble du système qui est considérable. Pour conclure, l'universitarisation, ça permet de viser l'excellence en termes de soins, d'enseignement et de recherche. Elle est la conséquence naturelle de la spécialisation, mais elle doit être son pendant obligatoire si on veut faire bouger les lignes et structurer le système de santé dans cette perspective d'excellence. Ça change la donne en termes de moyens et de possibilités de l'enseignement et de la recherche. Alors certes, nous sommes les premiers en France à dire qu'on est loin de ce qui serait nécessaire, mais on voit bien qu'en quelques années, s'il y a eu un moyen de faire bouger les lignes qui n'avaient pas beaucoup bougé en 50 ans, eh bien en 6 ans, c'est là qu'elles ont bougé. Et que ça remet, comme le disait la présidente de l'AVONCA, la médecine générale et les soins premiers au premier plan, puisqu'on considère que c'est un étage essentiel
pour un système de santé à la fois efficace pour la santé de la population, aussi bien individuellement que collectivement, mais pour structurer et avoir un système de santé plus efficient, c'est-à-dire dont le ratio coût-efficacité est le meilleur. Voilà quelques éléments que je voulais vous apporter, avec, une fois de plus, et je le redis, toute la conviction que nous avons de ce que nous sommes sur la bonne voie, mais toute la modestie pour vous dire que c'est ce qui a été fait en France compte tenu du contexte français, à chacun d'inventer son modèle compte tenu de l'état des lieux, des perspectives et surtout de la volonté des acteurs. Mais je pense que l'Algérie a beaucoup de chances de compter sur un noyau dur au sein de la Société algérienne de médecine générale, puisque nous les connaissons depuis un moment, nous les avons vus venir se former, hanter et nous questionner sur comment faisions-nous, et tous les pays n'ont pas la chance de compter sur un noyau dur aussi investi et aussi efficace. Merci à vous. Merci.